Vous savez, un grand conquérant est un homme seul. Toujours. Regardez votre Napoléon. Il écrivait des lettres bouleversantes à Joséphine devant Moscou qui brûlait. Ah, et moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie d'écrire à une femme. Bonjour, bonsoir à tous. Nous retrouvons donc aujourd'hui pour une critique du dernier film de Ridley Scott, Napoléon, qui a été très attendu évidemment par la sphère patriote, qui espérait y voir toute la grandeur française. Et nous allons donc voir aujourd'hui avec Dimitri si c'est un pari réussi. Et on peut tout de suite peut-être donner notre avis général sur le film. Oui, alors déjà à titre personnel, je pense qu'on est globalement d'accord. Je suis peut-être un peu plus sévère. J'ai soufflé plusieurs fois durant le film. Je confirme. Et parce qu'il y a vraiment des lourdeurs dans le scénario avec des répétitions permanentes pour bien appuyer le côté passionnel, ridicule de Napoléon. En gros, ça a été une déception, même si on entendait depuis quelques jours les mauvaises critiques. C'est un rendez-vous manqué. Parce que c'est une grosse production internationale. On n'a pas si souvent que ça des biopics sur Napoléon. C'est un film raté, oui. Déjà parce que pour faire des biopics à gros budget qui auraient donc, dirons-nous, l'ampleur du personnage, il faut être capable de s'y intéresser, comme tu me le disais tout à l'heure, à un personnage qui est a priori plus un héros. Et visiblement à l'international, Napoléon n'est pas nécessairement considéré comme un héros, donc c'est compliqué. Si, c'est quand même un personnage reconnu mondialement. En général, on dit qu'il y a Jésus, Napoléon, quoi, dans les personnages les plus connus. Oui. Et il a inspiré beaucoup le cinéma. Je crois qu'il y a eu presque 1 millier de films qui mettent en scène Napoléon, pas forcément des biopics. Mais... C'est vrai, mais en revanche, concernant le film en tant que tel, si vous avez lu des critiques qui vous disaient que ça n'aurait pas dû s'appeler Napoléon, mais Napoléon et Joséphine, sachez qu'elles vous ont dit la vérité, que le film est complètement tronqué à ce niveau-là, et on reviendra un peu plus dans le détail sur la somme des éléments qui sont ô combien plus importants et qui ont été ignorés ou minorés pour privilégier la romance. Oui, parce que même s'il y a un certain nombre d'imprécisions historiques, voire de fausseté, moi je veux bien entendre que ce soit pas le but du film, et on peut accepter que les choses soient romancées ou fausses. Bon voilà, mais là on juge bien la question de la production cinématographique finale. Effectivement, c'est un film qui est quand même... Bon, j'ai lu que Ridley Scott ne voulait pas faire un biopic, mais enfin c'est quand même un biopic. Hein. Et quand bien Ils même ont fait toute la vie de l'empereur, de la Révolution à sa mort, avec toutes les grandes étapes. Donc, s'il voulait faire une parodie, il aurait fait une parodie. C'est... Complètement. D'ailleurs, il y a des aspects parodiques malgré lui au film, puisque vous avez une série de scènes où les personnages sont volontairement grotesques, où l'action est démesurément exagérée dans son ridicule, dans les émotions des personnages. On sait bien que les personnages de la Révolution étaient très grandiloquents, mais quand même... là c'est exagéré, et en plus il y a des frustrations, c'est-à-dire que tous les moments où vous sentez qu'il y a une idée qui est pertinente et où en plus vous vous dites il y a une finesse parce qu'il y a une logique historique derrière qui va en découler, mais c'est immédiatement gâché parce qu'elle perd automatiquement sa nuance. Ça c'est très désagréable. Le pari est vraiment raté parce que c'est un Napoléon ultra conquérant. Enfin, le film a 2 parties, enfin en gros qui se chevauchent, hein, mais on va dire 2 thèmes qui sont traités en parallèle, c'est l'histoire d'amour avec Joséphine et les batailles. Oui. Bon, alors l'histoire d'amour, on va peut-être la laisser de côté, on y reviendra. Et d'ailleurs, pour ce qui est des batailles, il n'y a aucun lien entre les batailles en fait. C'est des batailles pour des batailles, et on n'a absolument aucune explication ou aucune contextualisation de pourquoi ces batailles, quelle est l'évolution des rapports de force entre les puissances, Napoléon et le reste de l'Europe, même si par éventuellement la question du chef russe. Oui, et même Alexandre Ier est vraiment rendu
mal honnêtement, avec très peu de développement psychologique. Ils ont même été capables de nous mettre une relation entre le tsar et Joséphine, pour dire à quel point c'est obsessionnel chez Scott. Et si c'est pas psychologique, c'est pas non plus historique et encore moins politique. Exact. C'est vraiment traité de l'extérieur, c'est assez superficiel. Il n'y a pas un brin de politique intérieure dans le film. Non, en fait, la dernière, jamais évoqué. Ça s'arrête à la Révolution et on n'aura d'ailleurs pas le fin mot sur le pourquoi de cette révolution. Hein, pour Ridley Scott, la révolution, c'est des débats et des guillotines. Enfin. Oui. Il y a 3 phrases introductives au début où on nous dit, oui, il y a la famine. Oui, effectivement. Mais bon. Mais comme tout le monde le sait, ce qu'on écrit au cinéma, c'est ce qu'on ne montre pas. Oui. Et ce qu'on a échoué à vouloir montrer. Et sur ce que tu disais c'est qu'un film de bataille et de romance, mais je dirais même qu'il y a un côté plus fourbe encore à posteriori, c'est qu'on a vraiment l'impression, en fait, qu'il voit un lien de causalité entre l'état de la relation entre Napoléon et Joséphine et les victoires militaires. J'ai vraiment l'impression maintenant que c'est sa théorie. Qui est d'ailleurs pas un truc qu'il a inventé lui-même. Enfin, oui, mais qui est quand même. C'est d'ailleurs traité de façon assez grossière. On passe à la partie spoil peut-être. Oui. Ça me paraît bien. Alors, comment s'ouvre le film ? Le film s'ouvre sur la mort et l'exécution de Marie-Antoinette. Tout à fait. Dans une scène là aussi un peu ridicule. Et en gros, ça sert d'introduction puisque Napoléon est montré en train d'assister à l'exécution. Ce qui est la première fausseté du film, puisque Napoléon au moins ça donne le ton. N'était pas du tout présent. Je pense, encore une fois, lorsqu'on a le film dans son ensemble, c'est de justifier un petit peu la révolution est terminée de Napoléon qui prend la place de premier consul en 99, pour montrer effectivement que toute la période révolutionnaire en tant que telle était une période chaotique. Il y a toujours un bilan de la terreur, du nombre de morts, de nombre d'emprisonnements. Et c'est vrai que même en ayant une fibre un peu royaliste, on se dit que c'est démesurément caricatural la manière dont les révolutionnaires et dont le peuple parisien sont dépeints. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une Marie-Antoinette qui nous est montrée complètement effrayée, ce qui est légitime, et qui se réfugie avec ses filles, mais qui est prise d'assaut par les révolutionnaires, qui est condamnée à mort, et qui est très digne au milieu d'une foule qui lui jette des ordures au visage, en gros. Oui, mais en fait, on a l'impression que c'est pas du tout... Ça, c'est autre chose. Enfin, la remarque que je vais faire s'applique à l'entièreté du film. On n'a pas du tout l'impression d'être en France. C'est vrai. Ça fait vraiment... ça a l'air complètement étranger dans tout, je veux dire, dans les visages, dans les façons de jouer. Il n'y a rien qui... Bon, tout est en anglais pour des raisons évidentes, mais on aurait pu imaginer que certaines scènes, pas forcément essentielles pour le scénario, puissent être tournées en français. Oui, les débats parlementaires sont ridiculisés. C'est-à-dire que tu es un traître, non, c'est toi le traître. Chose qui s'est réellement produite à l'Assemblée, mais pas de manière aussi pitoyable. Et donc c'est ça le manque de finesse du film. Ouais. Et donc pendant toutes ces premières scènes, on voit Napoléon déambuler, l'air hagard, air qu'il ne quittera plus par la suite, puisqu'on peut le dire tout de suite. Il y a quand même un gros problème avec le choix de l'acteur pour Napoléon. Parce que Joaquin Phoenix est dépressif de bout en bout, et du début à la fin du film. Ce qui est très problématique, quand même je veux bien qu'il y ait des controverses sur Napoléon, mais enfin, s'il y a bien une chose qui fait consensus, c'est que c'est un meneur d'hommes, un chef d'État de renommée et d'influence internationale, qui incarne l'énergie en permanence, et là, il a l'air en dessous de tout, il a l'air extérieur à tout, il a l'air de s'ennuyer profondément. Il y a même un moment à la fin, dans une des dernières batailles, où il manque de s'endormir. Mais on a l'impression qu'il va s'endormir à chaque scène. Oui. Il y en a littéralement une où il s'endort d'ailleurs, lorsque Barras lui parle, je ne sais plus à quel moment du film, mais oui. Quand il se dispute avec Joséphine la première fois, il n'a pas l'air enragé. Quand il revient en France à l'occasion des 100 jours,
ça a pas l'air de lui faire plus plaisir que ça. Non, je m'emmerdais en fait, donc je suis revenu. Mais c'est vraiment un jeu minimaliste qui est très très gênant. À la rigueur, je me fais l'avocat du diable, qu'on dise que Napoléon c'est pas seulement une montagne de vitalité, c'est pas la caricature qui dort 3 heures par nuit et qui est capable de chevaucher des centaines de kilomètres en une journée. Bon, pourquoi pas, on n'est pas obligé d'être autant dans la démesure. Même si c'est quand même une partie de la réalité. La vitesse était un des points capitaux dans les réussites militaires de Napoléon, c'est vrai. Mais en l'occurrence, c'est vraiment un Napoléon qui ne témoigne d'aucun goût pour la vie dans quelque domaine que ce soit, si ce n'est avec Joséphine. Non, mais moi j'ai attendu tout le film que Christian Clavier arrive pour lui mettre le remplacer. Non, mais c'est rien du tout. Puis je veux dire, oui, c'est la première fois qu'il y a un Napoléon aussi apathique, insupportable. Il bégaye presque, il s'excuse d'être là. Oui, et puis alors là, puisqu'on parle du personnage, abordons l'important tout de suite. Il est montré comme un abruti, comme un type insupportable, relativement, enfin si, génie militaire, mais enfin c'est décorrélé d'un peu tout le reste. Oui, c'est vrai que dès le début, et c'est ça qui m'a donné espoir pendant les 15 premières minutes du film, on vous montre un Napoléon très à l'aise sur la stratégie, qui lorsque Barras le questionne sur comment prendre Toulon, il trouve très vite la manière originale de prendre la ville en faisant quitter la flotte du port. On nous le montre justement qui charge et qui est courageux dans sa stratégie avec peu d'hommes et qui pourtant a des difficultés, on va dire, à risquer sa vie. Enfin, il a peur comme n'importe quel homme à ce moment-là. Ça peut apporter encore une fois un peu de finesse et c'est ça qui pouvait donner un peu d'espoir, mais non. Oui, mais de finesse, le film en manque considérablement. Pendant le coup d'état du 18 Brumaire, il débarroule les escaliers 3 fois. Voilà. Typiquement, dans les bonnes idées et dans les faits historiques qui sont importants, je me souviens que dans la bio de Bainville, tout à fait, le Napoléon de Bainville, il est montré comme perdant ses moyens au dernier moment et s'il est capable d'affronter des centaines d'hommes, il n'est pas capable en revanche d'avoir les finesses de parlementaire parce que c'est un monde qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas encore. Donc ça c'est pas mal, mais on n'est pas obligé de faire en sorte qu'il roule sur 20 marches dès qu'un député le bouscule un peu. Ce qui est littéralement le cas. Oui. On va peut-être aborder quand même les scènes avec Joséphine quand il la rencontre. Oui, voilà. Enfin, en gros, il la rencontre alors qu'elle est l'amante de Barras, chose qui est montrée avec finesse dans le film. Oui. Mais la première partie n'est pas la pire. Oui. Visiblement, on a un Napoléon qui est très vite amoureux et une Joséphine qui, elle, est beaucoup plus détachée au début, en tout cas. Oui, et puis en fait, l'histoire d'amour entre les deux prend une place extrêmement importante dans le film. C'en est même gênant par moments. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe des batailles aux scènes de couple, c'est poussif en permanence. Puis c'est beaucoup trop long. Et puis surtout, ça anéantit complètement le potentiel génie politique de Napoléon, qui se retrouve presque là par hasard en fait. On n'a jamais de contexte sur pourquoi est-ce que c'est lui qui est choisi, pourquoi est-ce qu'il est... Et même... Qui d'ailleurs ne décide de pas grand-chose. Non. Complètement poussé par l'État, on lui propose, ça le fait rire. Oui, il y a Seyès qui vient le voir. Ça n'a pas l'air de l'enthousiasmer plus que ça. Non. C'est-à-dire que lorsqu'il revient d'Égypte, on nous dit que c'est exclusivement, en gros, pour aller remettre de l'ordre dans son mariage parce que Joséphine le trompe. Mais à aucun moment, c'est Napoléon qui comprend que il a visiblement été envoyé en Égypte parce qu'il a trop d'influence et donc il fait peur. Et donc il en prend conscience et il veut retourner en France pour faire le jeu du pouvoir. Non, c'est vraiment juste pour Joséphine qu'il revient. Donc il n'a aucun génie politique dans le film. Oui, puis les seules scènes où il montre un peu d'énergie, c'est avec Joséphine.
Où on est vraiment encore une fois ridicule avec des bruits de cochons. C'est vraiment un Napoléon ouais. abruti qu'on nous montre. C'est pour ça que certains ont parlé d'un film anti-français ou du film sur Napoléon vu d'un Anglais. C'est-à-dire que dans la manière que Scott a de répondre aux critiques, on a presque l'impression que pour lui, c'est pas péjoratif. Donc on peut se poser légitimement la question des capacités intellectuelles du réalisateur. Oui, parce qu'en plus, il se défend en disant que les Français n'aiment pas leur histoire. Mais enfin, c'est exactement le contraire qu'on lui reproche. On veut bien l'aimer, mais pas si on nous la montre sous ce jour-là. D'ailleurs, Talleyrand est le seul personnage politique qu'on retrouve dans le film. C'est vrai. Après avoir vu un peu Barras au début. Mais oui, sinon, l'autre grand personnage du film, c'est Joséphine. Qui est correctement interprétée. Oui, qui elle est plutôt bien interprétée. Et qui a plus de finesse psychologique, puisque justement, on passe d'une femme qui est plutôt détachée, mais qui se dit que c'est peut-être une bonne situation, qui le trompe, à une femme qui est réellement amoureuse à la fin, et qui est à moitié de regret, à moitié de compréhension avec son mari, ce qui est pas trop mal fait. Hein. Bon, si on veut peut-être pas en dire que du mal complètement, on peut peut-être saluer... Bon, c'est pas étonnant, mais aujourd'hui, un peu tous les films réussissent là-dedans, mais les décors, les costumes sont bien faits. Bon, c'est d'autant plus dommage que le propos est mauvais. Si, peut-être aussi évoquer quand même, ce que tout le monde a déjà évoqué, c'est-à-dire la photographie et les couleurs. Là aussi, c'est lourd. C'est vraiment, ça manque de finesse et de subtilité. Oui, on est plus en Belgique qu'en France. Oui, c'est vieux, donc c'est gris. Oui, effectivement. Si, point réussi, j'ai trouvé, c'est la partie musicale. Elle est pas trop lourde, elle est bien proportionnée. Ah oui, c'est vrai que dans les scènes les plus ridicules sont accompagnées d'une bonne musique malgré tout. Les scènes de bataille sont relativement bien réglées, même si elles sont peut-être un peu trop techniques justement. Un peu trop démonstratives, un peu trop... géométriques. Ouais. Puis là aussi, j'ai l'impression qu'on filme de l'extérieur, quoi. Vraiment, on s'intéresse pas tellement au sujet. Justement, un des plans, mais qui était dans la bande-annonce, je crois, et qui est correct, c'est donc à Austerlitz. Et surtout, il y a ce moment qui aurait peut-être gagné à être un petit peu plus large. Vous avez globalement toute la stratégie militaire où Napoléon commande chaque déploiement à chaque moment pour vraiment anéantir l'ennemi. Et à un moment donné, vous avez un focus pendant 30 secondes sur un cavalier autrichien isolé qui essaie de s'en sortir face au boulet de canon. Ça, j'ai trouvé que c'était bien fait à ce moment-là. Bon, grands absents au film, les Espagnols, évidemment. Alors oui, et la bataille de Trafalgar. Ça c'est sûrement pour des raisons de temps, de nombre d'heures et de temps. Enfin, à ce moment-là, pourquoi passer autant de temps sur la romance entre Napoléon et Joséphine? Mais effectivement, aucune mention de l'Espagne. On passe à un moment de la défaite de Russie à l'abdication sans transition aucune, vraiment. Oui, 5 minutes sur la campagne de Russie, montre en main. Ouais. D'ailleurs, s'il avait voulu vraiment faire un film anti-français, il était de bon ton de montrer justement l'Espagne. Où vous avez des massacres permanents, une guérilla absolument affreuse. Là, ça aurait été pertinent. Pas de Trafalgar non plus, qui aurait pourtant permis de justifier, ne serait-ce que l'évoquer. Ouais. Ne parlons pas de la montrer, mais au moins de l'évoquer, ça aurait justifié l'obsession de Napoléon du maintien du blocus continental et donc de la campagne de Russie à la fin. Oui, mais comme on l'a dit, il n'y a aucune justification à ces batailles. On ne sait pas à quel moment... Si toi tu as évoqué une clé de compréhension, ce serait que la réussite militaire de Napoléon avance au rythme de l'histoire d'amour. Mais effectivement, la campagne de Russie vient une fois, juste après qu'on nous ait montré la résignation de Joséphine et la bataille de Waterloo, juste après la mort de Joséphine. Ouais. Avec cette scène du divorce aussi. Qui là aussi est longue. Encore une fois, ça fait partie de ces scènes, il y aurait 20 secondes de moins, elle serait sauvable. Ouais. Oui, puis du coup, enfin, je veux dire, à la limite, quitte à faire un film sur Napoléon-Joséphine, ce qui aurait pu être tout à fait acceptable, déjà si le titre, on l'avait laissé entendre,
Mais à ce moment-là, ne pas passer autant de temps à montrer les batailles. Enfin, faut choisir. Ouais. Est-ce qu'on montre un Napoléon personnage historique ou est-ce qu'on montre l'intimité d'un homme comme on aime bien faire aujourd'hui? J'aurais aimé qu'ils choisissent vraiment. Enfin, là, on a l'impression qu'ils Puis justement, pourquoi... s'amusent comme réalisateurs à filmer les batailles, mais Surtout que, alors j'imagine que c'était pour attirer le public, hein. Il y a aussi une question économique, j'imagine. Mais quitte à faire une histoire d'amour, dans ce cas, ça nous permet justement de réintroduire la famille de Napoléon, où on voit un peu Lucien, un peu la mère de Napoléon, mais c'est quand même pas grand-chose. Donc ça nous permet de les introduire eux beaucoup plus et de montrer la querelle qu'il y a justement au niveau de la résignation, éventuellement la manière dont l'empereur a de s'entendre avec Marie-Louise, sa nouvelle épouse, également les potentielles trahisons de Joséphine, certes avec des amants dans la première partie de leur vie, mais aussi en tant qu'espionne de Fouché. Tout ça aurait été intéressant, mais ce n'est pas dans le film. Non. Peut-être évoquer donc la bataille de la retraite de Russie, du coup, les 5 minutes de retraite de Russie. Ok, ça c'est peut-être un élément en faveur du film. Un Napoléon qui a grandement sous-estimé Alexandre. Qui voit Alexandre vraiment comme un jeune, où il le dit lui-même, il a besoin d'un ami, alors que c'est Napoléon qui a besoin d'un ami et d'un égal en réalité, et qui n'en trouve pas, et qui cherche un frère, alors que, bon, rappelons que Alexandre a accédé tout récemment au trône, je ne sais plus si c'est en 1799 en même temps que Napoléon ou en 1800, parce que son père Paul Ier a été assassiné parce qu'il était trop faible et où il l'a laissé assassiner. Donc il n'est pas forcément au point avec une partie de la cour. Mais Alexandre qui a conscience avant tout de l'intérêt de la Russie et qui sait qu'il est plutôt du côté de l'Angleterre et qui temporise avec Napoléon qui, il le comprend très vite, cherche la paix à tout prix. D'ailleurs, Napoléon a cette phrase lorsqu'il se réveille dans le film, qu'il voit Moscou en feu. Non, c'est pas possible. Je ne le pensais pas aussi courageux. Et puis après, scène d'abdication de Napoléon. Oui, après c'est l'abdication, après c'est à l'île d'Elbe, après c'est le retour. Très rapide, hein. Ouais, le tout est montré, la fin est très très rapide. Après c'est Waterloo, qui est là aussi relativement réussi comme scène. D'ailleurs, rapidement juste sur le fait qu'il retrouve ses troupes lorsqu'il débarque en France. Tu disais qu'effectivement... Ah oui, bah là, oui. Oui, c'est ce que je disais au début, il n'y a aucune effusion et il n'a pas l'air très heureux de revenir en France. Et puis cette fameuse scène avec le maréchal Ney, là aussi c'est hyper rapide. Ah oui, on a oublié de vous dire, effectivement, les maréchaux sont des grands absents aussi. Oui, enfin on voit des visages passer mais on n'identifie vraiment personne. Non. Ce qui fait dire là aussi qu'il y a aussi un problème d'acteur en général dans ce film. À part pour Joséphine qui est la seule bien interprétée. Le reste... Personne n'est charismatique. Non. Tout le monde est... Même Wellington est une caricature un peu de lui-même. Et effectivement, des grognards qui... On montre quand même la popularité de Napoléon malgré tout. Oui. Ça, c'est plutôt un point réussi. Donc Waterloo qui est un échec. Évidemment, en sachant que juste avant Waterloo, donc, Joséphine meurt. Dans une scène où Napoléon est encore dépeint comme un petit peu mégalo auprès de la fille de Hortense, me semble-t-il. Ouais. Voilà, elle est morte. Ne me blâme pas pour sa mort à elle. C'est la première réflexion de Napoléon. Oh, oui, puis là, alors là, disons-le aussi, les dialogues sont très très mauvais. Oui, c'est mal écrit. Alors, en particulier non, en fait, tous les dialogues. On a dit les tirades au début du film, au tribunal, sont ridicules. Les scènes d'amour entre Napoléon et Joséphine. Je suis l'homme le plus important du monde. Non, tu n'es rien sans moi. Oui, la bande-annonce l'annonce. Oui, enfin. Donc une bataille de Waterloo plutôt intéressante malgré tout. Où on voit la charge de cavalerie, où on voit que les Anglais suent malgré tout, que c'est une bataille qui est éreintante des deux côtés. C'est plutôt bien retranscrit et où on voit que c'est une question de temps au final. Oui.
où malheureusement les deux armées parviennent à se rejoindre. Et ensuite, Napoléon est exilé. À Sainte-Hélène. Et donc, il meurt d'une manière particulière. Oui, mais ça, c'est pas ce qui m'a le plus gêné. Il meurt en tombant par terre, en gros. D'ailleurs, on ne nous le montre pas. On nous montre le corps tombé. Mais oui, c'est pour ça que je trouve qu'à la limite, ça, c'est assumé. Hmm. Pour une fois, c'est quelque chose d'assumé. Voilà. Mais le film se clôture ensuite. Il faudrait pas être subtil pour terminer ce film, puisque effectivement, le dernier écran, c'est le décompte des morts des batailles de Napoléon. Oui. On arrive à combien? 3 millions. 3 millions, d'accord. Ce qui est un chiffre discutable. Hein. Oui, très. On agrège beaucoup de morts là-dedans. Oui. Quoi. Puis enfin, cet écran de fin est vraiment ridicule. D'ailleurs, enfin, le fait qu'il ait besoin de le rajouter montre que finalement, malgré toute sa mauvaise volonté, il n'a pas réussi vraiment à nous faire détester complètement Napoléon. Enfin, je ne sais pas comment il faut interpréter cette fin. Mais... On a aussi ces derniers mots furent France, armée, Joséphine. Et effacement des deux premiers mots où on nous met juste Joséphine en gros sur l'écran. Voilà. Donc vraiment c'est gros. Vous n'auriez pas compris après 2h40 le propos du réalisateur. J'ai vu passer un article dans le Figaro d'ailleurs. Je dois avouer ne pas l'avoir lu, mais simplement les premières phrases c'était: nous pourrons juger le film une fois que nous aurons vu la version longue. Oui, mais ça c'est pas un argument. Hein. On ne sort pas un film. S'il voulait faire un film de 4 heures, il aurait sorti un film de 4 heures. Eh bien, merci de votre attention. J'espère que vous pouvez malgré tout aller voir le film, hein, ne serait-ce que par curiosité, et surtout parce que, par plaisir enfantin de voir Napoléon. Hein, même si c'est un mauvais film, au moins c'est un film qui parle de nous quelque part. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Ciao!